Tu peux faire des cours en one-to-one, en groupe public ou privé, en anglais, en allemand ou en espagnol, 24 heures sur 24. Zum Schluss noch eine Redewendung. Oui, bonjour, je parle allemand. Vous pouvez assister à des cours en privé ou en petit groupe, et ça, c'est pas banal. Mais attends, du coup, tu fais encore la pub pour apprendre les trucs de langue, là. Mais attention, nouvel argument commercial. Lingoda propose un sprint de langue, une formation intense pour maîtriser une langue en 2 mois. Ce programme consiste en 30 ou 60 cours. Selon que vous faites le sprint ou le super sprint, tu peux te faire rembourser 50% pour le sprint, 100% pour le super sprint. Évidemment, ça c'est la condition d'avoir assisté à tous les cours, c'est comme les bourses à la fac. Pour les connaisseurs, on parle d'une certif C1 en anglais et en allemand et B2 en espagnol. D'ailleurs, si vous êtes content, vous pouvez vous faire rembourser aussi, petite récompense. Cliquez sur le lien en description pour découvrir les offres en cours et utilisez mon code LINGUISTICAE, ça s'écrit comme la chaîne, et bénéficiez alors de 20 € de réduction. Le lien s'affiche à l'écran, mais vous l'avez également en description si vous le souhaitez. N'hésitez pas à cliquer pour faire un tour. J'ai fortuitement appris que l'origine des roumanophones, et donc des Roumains notamment, faisait débat. Et en fait, plus que faire débat, elle est au centre d'un conflit politique et linguistique qui dure depuis belle lurette, et ça pour une surprise, eh bien, c'est une surprise. Alors tout d'abord, petit état des lieux de cette région du monde qui, bien qu'elle se trouve dans l'Union Européenne et que l'on y recrute nos dentistes, en plus d'y envoyer nos étudiants en santé qui veulent échapper au concours, eh bien reste finalement assez peu méconnue. La Roumanie est un état qui, en tant que tel, et sous ce nom, est assez récent. Ce royaume est né en 1859 de l'union de 2 des 3 états historiques où l'on trouve le cœur des roumanophones, la Moldavie et la Valachie, le troisième étant la Transylvanie, qui à cette époque était inclus dans la Hongrie. Aujourd'hui, la majorité des roumanophones vivent au nord du Danube, en Roumanie ou en Moldavie, cette dernière étant un pays devenu indépendant de la Russie au début du siècle, puis inclus dans le bloc soviétique jusqu'en 1990 avant de revenir indépendant en 1991. La Roumanie est constellée de minorités linguistiques historiques, notamment turques, allemandes et hongroises, et sa langue majoritaire, le roumain, est une langue romane. Et une langue romane pas tout à fait comme les autres. Elle fait partie des langues romanes orientales, comme l'italien, et elle a conservé à travers l'histoire tout un tas de particularismes du latin disparus ailleurs, comme les déclinaisons du datif et du génitif, quelques traces du vocatif, et le genre neutre originel. Ce qui a longtemps interrogé, et ce qui vous interpelle peut-être même d'ailleurs, c'est pourquoi on trouve une langue romane dans cette zone du monde sans connexion aucune avec le reste du monde latin. Parce que si la région a bel et bien été sous contrôle de l'Empire romain, ce fut pour une durée assez courte. Et là, retour dans le passé. Les Romains franchissent le Danube en 107, où vivent alors les Gètes et les Daces, des peuples paléo-balkaniques dont les langues sont mal connues, mais sur lesquelles on a au moins 2 certitudes. La première, c'est qu'ils parlaient une langue indo-européenne qui était cependant assez éloignée des langues latines ou des langues celtes qui sont aussi des langues indo-européennes. La seconde, c'est que les Daces et les Gètes n'écrivaient pas, sauf peut-être à de rares occasions, et ils le faisaient alors en alphabet grec. Les Romains conquièrent rapidement la région et y créent la province de Dacie, qui commence néanmoins à échapper au contrôle de Rome dès les années 230, et qui est définitivement évacuée entre 271 et 275. Au total, donc, si on fait les comptes, la Dacie ne fut tenue qu'environ 1 siècle et demi par l'Empire romain. Mais le fait est que, visiblement, eh bien, ça a suffi à changer la langue localement et l'imposer jusqu'à nos jours dans cette région du monde. Le problème, c'est que toute la situation linguistique entre la fin du monde romain là-bas et l'émergence de la Roumanie en tant qu'État-nation de langue latine est source de débat. C'est source aussi d'interprétation et évidemment d'instrumentalisation par les différents romans nationaux qui se côtoient dans les Balkans. La première chose que l'on pourrait noter, c'est que le roumain n'est pas la seule langue latine historique de la région. On y trouve également l'aroumain, avec un A, parlé beaucoup plus au sud, et le mégléno-roumain et l'istrio-roumain, s'ils ne sont pas encore morts au moment où vous regardez cette vidéo. Si je dis ça, c'est que le nombre de locuteurs pour ces 2 dernières langues ne doit pas dépasser au total les 4000 personnes. C'est éclaté sur plusieurs zones qui ne sont pas toujours en contact les unes avec les autres, et il est bien probable qu'en réalité, eh bien, so long, comme dirait Mario. Compte tenu de tous ces éléments, on pourrait alors en déduire que le latin a donc survécu depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui dans les Balkans, ailleurs qu'en Roumanie. Pourtant, même à l'époque de l'Empire romain, hormis sur la côte nord de la mer Adriatique, le grec était privilégié comme langue véhiculaire et il se diffusait mieux que le latin. On distingue la sphère d'influence latine de la sphère d'influence grecque par une ligne fictive appelée Jirecek, du nom de l'historien qui l'a mise en lumière en 1911. Il est donc probable que ces parlers latins soient apparus après l'Empire romain, par migration notamment. Et ils ne sont peut-être alors pas la conséquence de la romanisation locale qui a pu être opérée il y a 2000 ans. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire de peuples et de langues que l'on a pu croire comme étant dans la continuité d'un ou d'une autre, car cela pouvait avoir du sens, et que cela semblait l'explication la plus facile et la plus logique, mais qui se sont en réalité révélés distincts. Le breton, par exemple, ne descend pas du gaulois, même si ces 2 langues sont des langues celtiques qui ont été parlées en Bretagne. Les Bretons, peuple celte de langue celte, ont migré de Grande-Bretagne autour du 5e et du 6e siècle, alors que le gaulois, langue celte aussi mais venant d'un autre rameau des langues celtes, avait vraisemblablement déjà disparu à cette époque. On pourrait en parler longuement, mais le nationalisme breton a longtemps cherché à précisément faire le trait d'union entre les Gaulois et les Bretons, comme pour attester de leur présence antérieure à celle de la romanisation et donc quasi millénaire, en gros pour faire un trait d'union. Alors si c'est peut-être vrai pour une partie des individus qui adoptent les langues locales lorsqu'elles changent avec le temps, ce n'est pas vrai
a priori selon le consensus scientifique pour la langue bretonne, qui est bel et bien un apport des migrations des Celtes insulaires vers le continent. Pour revenir à la roumain avec un A, la proximité linguistique avec le roumain est très forte et une origine commune de leur sous-famille linguistique, probablement jusqu'au milieu du Moyen-Âge, est aujourd'hui l'hypothèse la plus défendue dans le milieu universitaire. Plusieurs sources médiévales attestent de la migration de locuteurs de langue latine des rives du sud du Danube vers la Macédoine, où on les trouve encore aujourd'hui. Roumain et aroumain formaient alors probablement le même ensemble linguistique vers l'an 1000. La seconde chose que l'on sait, c'est que la Dacie, bien qu'ayant été peu de temps occupée et administrée par les Romains, a été activement colonisée. Ajoutons à cela que la population locale historique, les Carpes, nom d'une tribu dace ou gète, a en partie été déportée. Quant à la partie restante des Carpes, elle a peut-être émigré plus au nord, en dehors des limites de la province romaine. De fait, le latin a eu de bonnes chances de s'imposer dans cette région qui, en plus, était assez faiblement peuplée. On sait en plus que plusieurs zones aux confins de l'Empire, dont la densité de population était faible car essentiellement composée de forêts, de marais ou de montagnes, pouvaient accueillir de nombreuses légions ou troupes militaires dont la langue véhiculaire était toujours le latin. De fait, la pression linguistique pouvait localement augmenter assez fortement. Par exemple, la Rhénanie, le sud de l'Andalousie ou encore le sud du Danube comportaient une plus forte concentration de cités que la moyenne du territoire, si on exclut l'Italie et la Grèce, bien sûr. Si dans ces endroits la population rurale semble demeurer strictement de culture locale, les centres urbains et les colonies fondées sont hybrides, comportant à la fois des Romains et des éléments locaux. Et avec les années, ces cités exercent de plus en plus de pression linguistique sur leurs environs. En Dacie, on trouvait donc vraisemblablement des populations daces sur les territoires ruraux à très faible densité, et un mélange de daces et de romains dans les cités où le latin devait être la langue privilégiée. Cependant, et c'est là le hic, il semblerait que la plupart des populations de langue et de culture romaine aient quitté la Dacie pour se réinstaller au sud du Danube après que l'Empire ait décidé de se retirer de la région. Et tout ceci nous emmène alors à une question. Et si le roumain était en réalité une langue romane qui ne venait précisément pas de Roumanie? Et si la colonisation romaine de Dacie n'avait pas de lien direct avec le fait que l'on y parle aujourd'hui une langue romane? Le problème, c'est que cette question est fortement politique et n'a pas de réponse satisfaisante. Tout d'abord, et je l'ai dit en début de vidéo, cette région du monde manque de preuves solides quant à son histoire linguistique entre la fin de l'Empire romain et le XIIIe siècle. Un trou de quasiment 1000 ans durant lequel il est difficile de comprendre qui vivait véritablement, qui n'y a été que de passage, et de combien de personnes on parle réellement. La vie nomade et les invasions brouillent les pistes, et il ne reste guère que les témoignages, la toponymie et les conjonctures pour y voir un peu plus clair. Il y a néanmoins quelques certitudes. Tout d'abord, les populations du sud Danube sont romanisées durant l'Empire romain et l'évacuation de la Dacie renforce la présence du latin sur la région. Or, une perte de territoire accompagnée d'une migration des populations romanisées a peut-être eu comme effet, comme impact, de les concentrer sur une zone plus réduite et donc d'accentuer localement la romanisation. Le peuple qui vivait au sud Danube avant l'arrivée de Rome, les Thraces, était un peuple hétéroclite. Ils formaient en réalité un ensemble de peuples partageant des éléments linguistiques et culturels communs, et du fait de leur proximité avec la Grèce, beaucoup avaient adopté la langue et la culture grecque lorsque Rome vint les soumettre. Leur romanisation est alors rapide. À partir du IIe siècle, les Thraces sont nombreux à s'impliquer dans la vie politique, culturelle et militaire de l'Empire romain, et ce, notamment autour du Danube. Ce sont ces Thraco-romains qui sont probablement à l'origine de la langue roumaine, et ils formaient vraisemblablement eux-mêmes une bonne partie des colons installés en Dacie, et des militaires romains en garnison dans la région. L'origine de la langue roumaine, le proto-romain, est alors peut-être située au sud du Danube. Cela dit, comme le monde d'autrefois était bien plus mouvant qu'actuellement, les Thraco-romains s'étendaient probablement de manière clairsemée au-delà du Danube. Cette hypothèse repose notamment sur l'histoire religieuse locale puisque le christianisme perdure en latin, malgré les envahisseurs venus de l'Est qui apportent alors les Avars, les Scythes, les Sclavènes et les Hongrois en Europe. Plusieurs Grecs attestent alors que l'on y parle encore au Haut Moyen-Âge dans la région une langue romane, comme Théophylacte Simocata qui raconte vers 630 sa rencontre avec un nomade s'écriant « Torna fratre », soit « tourne frère » du latin « torna frater ». Mais ce qui est certain aussi, c'est que la région connaît de grands bouleversements durant tout le Haut Moyen-Âge. Les Magyars, de langue finno-ougrienne, migrent de l'Asie centrale vers l'Oural, la mer Noire puis les plaines de Pannonie. Les Bulgares, qui n'étaient pas un peuple slave à l'époque mais un peuple turc de religion tingriste, migrent d'Asie centrale jusqu'en Roumanie. Ils fondent notamment le Khanat bulgare du Danube avant de se convertir au christianisme et la culture slave au IXe siècle. Les Slaves à proprement parler, quant à eux, justement, s'allient aux Avars et débarquent dès le VIe siècle dans les Balkans. Ils s'installent plus concrètement vers le 9e et 10e siècle. De fait, la région est au 10e siècle un patchwork linguistique et culturel où cohabitent plusieurs peuples de plusieurs langues différentes. Pour se représenter comment tout ça c'est possible, eh bien à cette époque, l'Europe est bien moins peuplée qu'aujourd'hui, et la moitié de sa population est concentrée sur l'actuelle France, le nord de l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. Bref, tout ça pour dire qu'en gros l'Europe de l'Est est assez vide, avec une myriade de petites communautés isolées,
ou de cités denses reliées par quelques longues routes et chemins. Pour vous faire une idée quand même, à cette époque en Europe, la plupart des grandes villes du continent ne dépassent pas 10 000 habitants et aucune ne se situe sur sa moitié est. Et bien sûr, 90% de la population vit en dehors des villes. Il y a donc de la place, il y a de la place pour tout le monde, et rien n'empêche alors la superposition de plusieurs modes de vie et de plusieurs systèmes politiques sur un même territoire. Les populations roumanophones se regroupent alors en Valachie, c'est pour ça qu'on les appelle les Valaques, et les populations slaves se regroupent en Sclavini, et c'est pour ça bien qu'on les appelle les Slaves. Les Valachie et les Sclavini sont des communautés villageoises et agropastorales qui pratiquent la transhumance. Et au milieu de tout ça, on trouve également des Sicules, un peuple de langue hongroise dont l'origine ethnique fait débat. Durant les siècles suivants, des colons germains et turcs s'installeront également sur les territoires roumains, les premiers pour exploiter les mines et les seconds suite aux conquêtes ottomanes de la région. Le millefeuille est donc très important, et avec l'arrivée du nationalisme et de l'idée des États-nations au XIXe siècle, conduisant à l'indépendance et au tracé des frontières des pays des Balkans, la quête des origines va devenir un débat qui n'a aujourd'hui toujours pas cessé. La constitution des cartes linguistiques et culturelles devient même un enjeu politique au XXe siècle, puisque les choix éditoriaux influent très fortement sur la visibilisation de telle communauté sur tel territoire. Et il n'existe alors bien souvent, en Transylvanie notamment, au sein des mêmes vallées ou des mêmes communes, aucune communauté qui soit en situation de majorité. En 1930, une ville comme Timișoara, l'une des plus peuplées dans le sud-est, comporte par exemple 24% de Roumains, 32% d'Allemands, 31% de Hongrois et 7% de Juifs parlant majoritairement yiddish, le reste étant des Slaves de toutes les sous-familles de langues possibles, puisqu'on y trouve aussi bien des Serbes, des Slovaques que des Ukrainiens. Et si ça vous intéresse, tout ce bordel en Europe de l'Est et la guerre des cartes, un chapitre en parle là-dedans. Dans ce contexte, il est évident que la question de l'origine des Roumains est une question politique. Elle est instrumentalisée par la Roumanie, évidemment, mais aussi par ses voisins qui ont longtemps revendiqué une partie de son territoire. Cette région voit donc exister plusieurs romans nationaux qui se contrecarrent ou se servent mutuellement les uns les autres, et qui tentent de répondre à cette question qui, comme on l'a vu, n'a pourtant pas de réponse simple à l'heure actuelle. Et là, c'est le top 3 des romans nationaux, le top 3. Premier roman national, c'est évidemment celui de Roumanie. Dans ce pays, on considère évidemment que la présence latine n'a jamais discontinué au nord du Danube depuis l'arrivée des premiers Romains durant l'Antiquité. De fait, dans cette vision de l'histoire, l'origine linguistique du roumain est située sur le territoire actuel de la Roumanie. Le scénario d'un repli sur la rive sud est balayé car ce territoire se situe en dehors des frontières politiques et linguistiques actuelles. Ce roman national permet en outre de défendre que la Transylvanie, cœur de toutes les revendications territoriales actuelles, a toujours été de langue roumaine. Second dans notre top 2, second roman national, c'est celui qu'on trouve chez les Slaves. Chez les Slaves du Sud, c'est-à-dire en Macédoine du Nord, en Bulgarie, en Serbie essentiellement, des pays où on défend en partie cette vision, la vision roumaine, pour exclure assez facilement les Roumains de leur ère culturelle. En fait, cette position leur est avantageuse. Elle vise notamment à expliquer que les Aroumains, avec un A, qui sont la minorité linguistique dans ces pays slaves de langue romane, sont venus tardivement de Roumanie, après les Slaves eux-mêmes. Ce sont donc eux, les étrangers. Paradoxalement pour les Roumains, donc, ce roman national est un formidable récit pour combattre la présence des roumanophones et aroumanophones en dehors du territoire roumain actuel. Pourtant, pour rappel, les preuves linguistiques semblent bien attester que les Roumains et les Aroumains descendent des Thraco-Roumains de Mésie, c'est-à-dire au sud du Danube, ayant migré durant l'Antiquité. Mais ce récit se heurte lui-même au roman national grec qui considère que les Aroumains sont des Grecs latinisés et non des populations extérieures venues d'un endroit situé en dehors de leur ère culturelle. Alors eux, c'est un autre délire. Je pense que la population, elle a toujours été là, toujours été pour eux, mais qu'elle s'est mise à apprendre la langue des autres. C'est compliqué. Et voici désormais le troisième roman national. Ce troisième roman national, c'est celui qui est défendu et développé par les Austro-Hongrois au XIXe siècle, qui défendent alors une origine roumaine au sud du Danube. Mais quand je dis le sud, c'est exclusivement au sud, évidemment. C'est ce qu'on appelle la thèse migrationniste, qui postule alors que les Roumains sont arrivés tardivement sur leur territoire actuel, et d'autant plus tardivement en Transylvanie. Et là, vous l'aurez très bien compris, cette vision de l'histoire permet de défendre une Transylvanie ayant appartenu en premier lieu aux Hongrois, qui revendiquent encore pour certains ce territoire perdu après la Première et Seconde Guerre mondiale. Ce roman national plaît d'ailleurs également à la Russie, qui souscrit à cette thèse, ce qui lui permet de défendre une présence russe historique et antérieure aux Roumains en Moldavie. Pour rappel, en Moldavie, le russe est désormais majoritaire sur la rive droite du Dniepr. Elle a même demandé son indépendance et elle dispose du soutien de Moscou. Ce pays porterait alors le nom de Transnistrie. Pourtant, si on y regarde de plus près, la population russe était encore minoritaire il y a un siècle, et la région était totalement de langue roumaine il y a 2 siècles avant la mise en place d'une politique de russification intense. Aujourd'hui, donc, en dépit du cadre de l'Union européenne censé garantir la paix et la coopération, l'origine linguistique et culturelle des Roumains est toujours débattue sur la scène politique, et elle sert de carburant aux différentes revendications territoriales. Il faut dire que dans les Balkans, où la population était très largement mélangée jusqu'au début du XXe siècle, la construction d'États-nations sur le modèle français révolutionnaire avec des frontières rigides, une seule langue et une seule religion imposée à tous, a conduit à de nombreuses luttes dont le souvenir est encore très vivace. Là-bas, tout le monde a des minorités de tout le monde à la maison, et tout le monde cherche à expliquer qu'ils étaient là les premiers et que ça mérite bien un peu de respect des autres, évidemment.
Quand je dis respect, ça peut aussi tout simplement vouloir dire linguicide, ethnocide et autres problèmes d'ordre politico-socio-culturel, évidemment, bien sûr. Sauf que voilà, comme on l'a vu dans le cas des Roumains, difficile de démêler tout ce foutoir et d'établir une filiation claire, une histoire simple et d'attribuer une médaille au premier venu dans une zone où tout le monde n'a cessé de déménager et de cohabiter. Si ce sujet m'intéresse beaucoup, c'est parce qu'il témoigne aussi que l'histoire linguistique et politique sont souvent en rapport, se nourrissent l'un et l'autre, et elles ont une certaine dimension atemporelle. Parce que voilà, la question de savoir qui est arrivé le premier pour dire à qui de partir, eh ben c'est pas quelque chose qui date d'hier. La linguistique historique est hélas souvent confrontée à ces problématiques. La recherche sur ces domaines est souvent empreinte d'objectifs nationalistes, ou alors confrontée à des obstacles puisqu'en désaccord avec un récit mis en place pour justifier telle ou telle construction identitaire. D'où viennent les Roumains alors? Eh bien écoutez, lesquels de Roumains j'ai envie de vous dire? Et puis surtout, est-ce qu'on parle des Roumains ou est-ce qu'on parle du roumain, la langue? Parce que le roumain, il vient probablement d'ici et d'ailleurs à la fois, en tout cas. En fait, cette question, elle est mal posée, parce qu'elle se heurte à tellement d'autres. Quand est né le roumain comme langue, par exemple? Puisque le roumain, il a évolué sans cesse du latin, sans qu'on puisse dire du jour au lendemain, voilà, ce n'est plus du latin, maintenant c'est du roumain. Et le roumain comme langue, donc, quelque part, son origine, eh bien, c'est l'Italie, c'est Rome. Mais on peut remonter plus loin, puisque comme le latin vient lui-même de l'italique, et donc du proto-indo-européen, eh bien, peut-être bien que le roumain, lui, en fin de compte, il vient des steppes ukrainiennes. Et avant cela, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'il vient même d'encore plus loin. Cette question-là pose aussi la question de à quel moment on fixe un repère temporel et à partir de quand on décide de fixer les choses. Parce que tout est une histoire de continuité. Rien n'est véritablement né du jour au lendemain. Mais si ce sujet vous intéresse, si le lien entre l'histoire des langues et l'histoire politique vous intéresse, eh bien il y a un livre qui sort et qui parle de sujet, voilà, ça se focalise sur l'Europe, on y parle de pas mal de choses. On parle un peu de la Roumanie, mais on parle de tellement d'autres choses et puis il y a plein de cartes. Sur ce, je vous laisse, à plus tard.